Bismillah, wassalatu wassalam ala rasoulillah. Mes chers étudiants, bonjour. Alors, on se retrouve pour une nouvelle séance dans le cours d'initiation au marketing. On a parlé un peu de l'introduction. La dernière fois, on a parlé du comportement du consommateur. Aujourd'hui, on va attaquer le marketing opérationnel, à savoir donc le marketing mix, à savoir l'étude des 4 P. Alors, comme on l'avait étudié la dernière fois, les 4 P, ou bien le marketing opérationnel, stipule que chaque responsable marketing a l'obligation de prendre 4 décisions. Ça veut dire, c'est comme s'il avait une équation à 4 variables. Première variable, c'est le produit, ça veut dire quelle forme, quel goût, normalement pour répondre à quel besoin. Ensuite, avec quel prix. Troisième lieu, comment on va communiquer sur ce produit. Quatrième lieu, c'est la distribution. Quelle distribution on doit faire à ce produit-là pour qu'il puisse atteindre ses objectifs et qu'il puisse répondre au mieux aux attentes des consommateurs. On a donc 4 décisions à prendre. Une décision sur le produit, une décision sur le prix, une décision sur la distribution et une décision sur la communication. Donc, on a 4 types de décisions à prendre. Et bien sûr, il n'y a pas d'équation optimale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la meilleure équation, c'est celle de donner la priorité au produit, en deuxième lieu au prix, en troisième lieu à la communication, quatrième lieu à la distribution. Il n'y a pas d'équation optimale. Chaque responsable marketing doit concevoir sa propre équation compte tenu des clients cibles, normalement de la particularité des clients et compte tenu aussi de l'entreprise elle-même, de ses disponibilités humaines et financières. Donc, il n'y a pas d'équation et quelque part, c'est mieux comme ça parce que ça permet aux entreprises d'innover parce qu'on va voir parfois le fait de créer sa propre stratégie, même si on est une petite entreprise, même si on n'a pas des grands moyens, nous permet parfois d'atteindre nos objectifs au-delà de nos attentes. Ce qui fait l'innovation, le fait de se dire que pour réussir, il faut qu'on crée notre propre stratégie, une stratégie innovatrice. Parfois, pas seulement parfois, dans la majorité des cas, donne des meilleurs résultats. Donc, il ne suffit pas d'imiter les autres. Parfois, on a intérêt à innover, à créer notre propre stratégie. Et on va voir avec des exemples que les entreprises qui ont innové, qui ont créé normalement une stratégie à part, ils ont pu s'accaparer une grande part de marché. Alors, donc aujourd'hui, on va commencer par le premier P, parce que pour prendre ces décisions sur les 4 P, encore faut-il savoir que normalement, il faut savoir la signification des 4 P et leur importance. On va commencer par le premier P, qui est bien sûr le produit. Parce que vous savez que pour faire une stratégie marketing sur un produit, un service, encore faut-il que le produit ou le service soit là. Et aussi, il faut comprendre la signification du produit, pas seulement pour le producteur, mais essentiellement pour le consommateur. Alors, la politique du produit consiste globalement à définir les déterminants du produit au travers de ses caractéristiques spécifiques et avantages concurrentiels. Ça veut dire qu'en premier lieu, on se doit de se concentrer sur le produit. Alors, le produit, au-delà de ses caractéristiques intrinsèques, ça veut dire, normalement, on utilise combien de matières premières, comment il faut transformer, etc. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la valeur, ou bien l'interprétation, ou bien les attentes des citoyens. Et aussi, quelle est la place de ce produit normalement dans le marché, donc dans les concurrences, quels sont les avantages concurrentiels qu'il présente par rapport aux autres produits, et aussi quelle place il occupe ou bien il pourrait occuper dans l'esprit des clients. C'est ça le plus important. Moi, je donne toujours à mes étudiants le cas d'une table. Une table, c'est quoi? C'est par exemple une table normale, c'est du bois. Hein, c'est du bois qu'on l'a coupé, qu'on l'a poli et qu'on l'a transformé en table. C'est du bois. Mais pour le client, c'est pas ça. Pour le client,
c'est un élément de design, c'est un élément qui lui permet de faciliter sa vie. Vous voyez, c'est deux conceptions différentes. Et nous, en tant que, bon, pas nous, c'est-à-dire les responsables marketing, ils doivent se concentrer pas seulement sur les caractéristiques intrinsèques du produit, parce que c'est important, mais essentiellement et surtout sur l'image que se fera le client de ce produit et sur l'utilisation qu'il pourra faire. C'est ça le plus important. Voilà. Alors, la politique du produit, c'est la première composante du marketing mix. Ça veut dire que pour faire un marketing, encore faut-il avoir un produit. Et ici, je parle du produit avec un grand P parce qu'on parle du produit et du service. Donc, pour faire du marketing, il faut obligatoirement qu'on ait un produit ou un service à proposer. Il est donc primordial, ce premier P est très important pour les raisons suivantes. Premièrement, c'est que l'expérience a montré qu'on peut rarement compenser l'inadaptation d'un produit à son marché à l'aide des autres composants du mix, car on peut rarement faire du bon marketing avec un mauvais produit. Alors là, ça veut dire que si on veut que notre produit marche, on doit lui faire une bonne campagne de communication. Et parfois, on peut trouver des produits qui ne sont pas au top, mais lorsqu'ils ont une bonne stratégie du marketing mix, ils peuvent très bien marcher. Mais le contraire n'est pas vrai. Ça veut dire que si vous avez un bon produit, s'il n'a pas une bonne stratégie de communication, il y a des fortes possibilités pour qu'il ne marche pas. Voilà, on peut rarement compenser, voilà, faire du bon marketing avec un mauvais produit parce qu'il faut qu'on crée une certaine adaptation entre le produit qu'on propose et notre stratégie marketing. On peut, par exemple, faire un produit destiné aux jeunes et lui apporter normalement une stratégie des produits de luxe. Il y a une inadaptation. La stratégie marketing doit obligatoirement prendre en considération le produit lui-même et le client cible. Obligatoirement, parce que lorsqu'on parle de clients, pourquoi on s'intéresse aux clients cibles? Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit que le marketing opérationnel, c'est un niveau de marketing je dirais, à court terme, mais avant de faire le marketing mix, le marketing opérationnel, on doit faire essentiellement le marketing stratégique, ça veut dire se dire quel est mon objectif à moyen long terme dans la vente de ce produit et service, et faire ce qu'on appelle la segmentation, ciblage, positionnement. Ça veut dire étudier le marché, dire comment produit il va être destiné, par exemple, à un seul segment ou à deux segments du marché. Et ça me permet, lorsque je vais fixer quels sont mes clients cibles, je dois les étudier pour voir comment les toucher, comment répondre au mieux à leurs attentes. Donc là, pourquoi l'étude donc de ces clients cibles est importante? C'est parce que je me dois de faire une stratégie qui soit adaptée à mon client cible. Je ne peux pas créer une stratégie qui ne prend pas en considération mes clients cibles. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, je ne peux pas faire une stratégie qui a réussi pour les seniors à un produit qui est destiné aux jeunes. Parce que c'est deux segments différents, ce sont deux parties de la population qui ont des attentes différentes et qui sont aussi sensibles à des moyens de communication, moyens de distribution différents. Donc, la stratégie marketing, elle doit obligatoirement être adaptée aux clients cibles et aux consommateurs. Les décisions relatives au choix des produits à vendre impliquent des investissements importants. Alors, lorsqu'on veut produire un bien sûr, on réfléchit, on se doit d'avoir une idée, après on achète des matières premières, on fait des études de marché, après on achète les matières premières, après on achète les machines pour transformer les matières premières, et après on a le produit fini. Donc tout ce processus-là nécessite des investissements très importants. Alors si jamais on ne fait pas une bonne étude du produit, si jamais on ne fait pas une bonne étude du comportement du consommateur, si jamais on ne fait pas une bonne étude de notre client cible, on pourrait produire un bien qui ne correspond pas au client cible et qui pourrait ne pas se vendre. Et ici, les expériences elles sont énormes. Des gens qui se sont réveillés, se sont dit, tiens, c'est vrai que l'idée X est très intéressante, mais ils croient que c'est intéressant parce que pour eux, c'est intéressant, sans se dire qu'ils ont porté un jugement sur le produit, ils ont porté leur propre jugement sans
scinder le marché sans demander aux clients cibles est-ce que le produit répond à leurs critères. Et là, ces gens-là, ils peuvent, bien sûr, ils courent aux catastrophes, ils courent le risque que leur produit ne s'écoule pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé, le retour ou bien l'avis, si vous voulez, des clients cibles. Donc là, l'étude du produit est très, très importante parce qu'elle nous permet de dire est-ce que le produit tel qu'on le conçoit correspond à un besoin chez le client. Sinon, on n'a pas intérêt à produire ce bien. Ben oui, parce que parfois, on peut, par exemple, se dire, tiens, par exemple, aux États-Unis, en Europe, le produit X marche très bien. Pourquoi ne pas le produire au Maroc? C'est une question qui peut paraître simple, mais il se peut que cette idée-là ne marche pas au Maroc. Pourquoi? Parce que c'est un produit, par exemple, qui ne correspond pas à nos attentes. Nous, on est, par exemple, que ce soit certains pays Flamérique du Nord qui ont très froid, donc les produits qui marchent chez eux peuvent ne pas marcher chez nous. Pourquoi? Parce que là, par exemple, rien que le climat est différent, la manière de penser des gens est différente. Donc là, c'est pas parce qu'un produit marche ailleurs qu'il va marcher chez nous. Donc, obligatoirement, on doit faire une stratégie marketing pour le produit pour voir est-ce qu'il correspond à un besoin chez le client. Alors, pour ce faire, normalement, là, c'est ce qu'on étudie, je dirais, dans la majorité des livres qui traitent de marketing mixte, c'est que la politique du produit, on se doit premièrement de comprendre la signification du produit, donc le concept produit. Ensuite, on doit comprendre ce que c'est que la gamme ligne du produit. Après, bien sûr, le haut de gamme, le bas de gamme, etc. Et après, on doit s'intéresser au cycle de vie, qui est un élément très, très important dans la politique du produit. Et en fin de compte, on va s'intéresser à l'innovation, l'importance de l'innovation et aussi le packaging, le conditionnement, le packaging et l'emballage. Donc, il y a cinq points je dirais, 5 points à discuter dans ce chapitre de la politique du produit. Alors, le produit lui-même, qu'est-ce qu'il signifie? Un produit, c'est un bien matériel ou immatériel, susceptible de satisfaire un ou plusieurs besoins. C'est ça, lorsqu'on achète un produit, c'est pour qu'il puisse satisfaire un besoin. C'est ça, normalement, un produit. Et regardez, ça peut être un bien matériel ou immatériel, ça veut dire que ça peut être un produit ou un service. Alors, le produit constitue le cœur de la politique marketing. C'est son objet même sur lequel toutes les autres décisions vont porter. Alors, j'avais dit que le marketing mix, c'est les 4 P. Politique du produit, du prix, distribution, de communication. La politique du produit est très importante parce que les autres décisions, que ce soit la fixation du prix, la fixation du prix, que ce soit la politique de communication, la politique de distribution, toutes ces décisions, ils vont porter sur le produit parce qu'on va fixer le prix du produit, la stratégie de communication du produit, la stratégie de distribution du produit. Donc, toutes les décisions, ils vont être centrés sur le produit, d'où donc l'importance de ce premier P. C'est donc l'élément majeur du marketing. Alors, le produit, c'est la promesse faite par l'entreprise de satisfaire un ou plusieurs besoins à un moment donné. Et regardez ici, c'est-à-dire que lorsqu'on achète un produit, le vendeur ne nous promet pas que le produit va répondre à nos besoins comme ce qu'on imaginait, mais le produit, il répond à une promesse. Il nous promet qu'il va répondre à nos besoins. C'est comme lorsqu'on voit, par exemple, les stratégies de communication des shampoings, par exemple. Voilà. Et ils nous disent les shampoings, ils permettent, par exemple, pour la majorité de shampoings, ils nous permettent normalement d'avoir des beaux cheveux, des cheveux brillants, des cheveux. Mais est-ce que nous, on a tous les mêmes cheveux? Non. Ce qui fait le shampoing X, il peut normalement permettre au consommateur X d'avoir des beaux cheveux parce que lui, il a une nature de cheveux différente et il peut ne pas le faire pour les autres. Mais lui, ce que le produit nous promet, c'est une promesse. Comme quoi, lorsqu'on fait des publicités pour les shampoings, on nous apporte soit des jeunes hommes, soit des jeunes femmes avec des très très beaux cheveux et ils nous disent si vous mettez, donc l'impression qu'on a, c'est que lorsqu'on achètera ce produit, on ressemblera à ces gens-là. Bien sûr, ce qui est utopique,
parce que parfois on n'a pas les mêmes qualités de cheveux, mais nous, on est impacté. Donc le produit, il traduit la promesse faite par le producteur ou l'entreprise de satisfaire notre besoin à un moment donné. Alors pour Peter Drucker, qui est un responsable marketing, il dit que ce que les responsables d'entreprise pensent produire n'est pas de première importance. Ce qui est décisif, c'est ce que le consommateur doit acheter. C'est sa propre conception de la valeur qu'il attribue au produit. C'est-à-dire que dans ce processus de production, d'achat de matières premières, de transformation, de vente, etc., le plus important, ce n'est pas la conception du producteur, non. C'est l'image du consommateur. C'est lui, comment il conçoit ce produit. C'est l'exemple de ce que j'avais dit tout à l'heure avec la table. Pour le producteur, la table, c'est des matériaux qu'il achète et qu'il transforme. Par exemple, normalement, une salle à manger. Une salle à manger pour un producteur, c'est quoi? C'est des métaux, ça peut être de l'acier et du bois qu'on transforme pour avoir une table et des chaises. C'est donc pour lui, il a acheté des matières premières, il a transformé, il a payé des impôts, il a payé des salariés, etc. Mais pour le consommateur, c'est quoi? C'est un élément de design, parce que pour lui, c'est une image. C'est aussi un élément qui va faciliter, qui va lui permettre normalement de manger tous ensemble avec ses enfants. C'est un élément aussi qui va lui permettre de faire autre chose. Alors, le plus important, c'est quoi? Ce n'est pas la conception du producteur, c'est l'idée que se fait le client du produit. C'est le client qui est le plus important. Donc, le plus important dans la démarche, ce n'est pas ce que pense l'entreprise, ce qu'elle pense produire, c'est l'idée que se fait le client de ce produit. C'est ça l'élément le plus important. Et lorsqu'on met l'accent sur cette vérité-là, on va se dire que pour que mon produit puisse être écoulé, je dois connaître mon client cible et connaître quels sont, je dirais, pas ses désirs, non, quels sont ses goûts. Comme ça, je vais produire une table qui correspond au goût des clients. Alors, dans le même sens, le fondateur de la marque Revlon avait dit « Dans notre usine, nous fabriquons des cosmétiques. Dans nos parfumeries, nous vendons du rêve. » Moi, c'est une phrase, d'ailleurs, pour vous dire, c'est le même. Moi, j'ai eu le même cours depuis une dizaine d'années parce que l'ossature du cours reste la même. C'est les exemples, le contexte qui change. Alors, regardez, ici, c'est la différence entre le producteur, la conception du producteur et la conception du consommateur. Lorsque nous, on achète du parfum, par exemple. Moi, je donne toujours l'exemple du parfum. Lorsqu'on achète du parfum, alors pour le producteur, bien sûr, il fait un certain nombre de tests pour créer un produit fleuri, ambré, etc. Mais pour les personnes qui achètent, on achète le parfum pour l'image qu'on se fait de ce parfum. Pour l'idée, pour le fait de se dire, moi je me retrouve dans ce parfum. Regardez, il y a beaucoup de femmes qui disent, moi mon parfum, c'est le parfum X. L'autre se dit, non, 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 moi je préfère le parfum Y. Sur quelle base on peut faire cette comparaison? C'est sur l'idée que se fait le client lui-même du produit. Donc là, d'où l'intérêt de cette phrase. Normalement, les entreprises qui font des cosmétiques, eux, ce qu'ils font dans leur usine, c'est produire des biens, c'est une transformation de matières premières, etc. Mais ces mêmes produits, lorsqu'on les retrouve, les parfumeries, c'est un autre débat, une autre idée. Moi, j'ai donné l'exemple du parfum, on peut donner l'exemple des crèmes de visage, on peut donner l'exemple des rouges à lèvres, on peut donner l'exemple des cils. Là, ce sont des produits d'ailleurs qui renvoient essentiellement à une image qu'on veut avoir de nous-mêmes, qui est bien sûr qui n'est pas nécessairement la réalité. Et parfois, c'est bien. Alors, donc là, la première section avait pour objectif de vous ramener à percevoir ces différences de perception du produit entre le producteur et le client. Alors, pour le producteur, c'est un produit ou un service qu'il propose, normalement, c'est quelque chose, je dirais, de logique, c'est qu'il achète des choses et les transforme. Pour le consommateur, parfois, il n'achète pas le produit pour ses valeurs intrinsèques, mais il achète l'image qui se fait des produits. Moi, je donne toujours l'exemple
Et excusez-moi les garçons, exemple pour les filles. C'est lorsque les filles achètent par exemple les produits cosmétiques, essentiellement les rouges à lèvres. De toute façon, les publicités, les produits de communication, on met toujours des top modèles qui mettent des rouges à lèvres extraordinaires. Et nous, on se dit, tiens, si je mets ce rouge à lèvres, je vais ressembler à cette dame. Ce qui fait, moi, lorsque j'achète le rouge à lèvres, je ne l'achète pas pour lui-même, mais je l'achète pour l'image que je me fais de moi-même lorsque je vais mettre ce produit. Vous voyez, on touche à l'imaginaire. Et c'est là toute la délicatesse et la difficulté du marketing. C'est le fait de ramener le consommateur à, je dirais, un monde où il est le plus à l'aise. C'est ça, et c'est le plus important. C'est comment produire un bien qui véritablement, pas seulement il correspond aux attentes des citoyens, mais il correspond même aux rêves des citoyens. Et parfois même les rêves que le consommateur, il n'est pas conscient qu'il a ces attentes-là, mais normalement, on précède ses désirs. Donc ça, c'était pour la conception. Pour maintenant, la gamme. Bien sûr, vous savez ce que c'est la gamme du produit. C'est qu'on a toujours le bas de gamme, le moyen gamme, haut de gamme, n'est-ce pas? Et qu'il y a certaines entreprises qui se spécialisent dans la production, la petite ou bien la production des produits de produits première gamme, ou bien des entreprises qui se spécialisent dans la production des moyens gammes, ou des entreprises qui se spécialisent dans la production des produits haut de gamme, ou bien même on va avoir des produits de luxe. Et parfois, il y a des entreprises qui, dans leur enseigne, dans leur entreprise, ils produisent les produits bas de gamme et les produits haut de gamme, ou les produits bas de gamme et les produits moyen gamme. Ça dépend de la stratégie d'entreprise. Donc, d'où la question, est-ce que les entreprises, obligatoirement, doivent avoir une politique de gamme? Oui. Pourquoi? Et quel est l'objectif? L'objectif d'une politique de gamme étant de se diversifier. Ça veut dire, si jamais je produis un seul bien, si jamais ce bien ne marche pas, mon entreprise va couler, elle va perdre. Mais si jamais j'ai deux types de produits, ce qui fait là, je peux compenser les pertes d'un produit par les gains d'un autre. D'où l'intérêt d'avoir une grande gamme de produits, une large gamme de produits. Ça veut dire produire plusieurs types de biens. Comme ça, je vais compenser les pertes d'un bien par les gains d'un autre. Une entreprise, donc, ne se contente pas d'offrir un seul produit premièrement, pour une bonne couverture du marché potentiel et volume plus important. C'est que, vous savez que dans le marché, on a plusieurs types de consommateurs. On a par exemple des gens qui adorent le meilleur rapport qualité-prix, ça veut dire qui achètent les produits, je dirais, première gamme, l'entrée de gamme. On a d'autres personnes qui veulent acheter les produits avec le meilleur rapport qualité-prix, ça veut dire une qualité moyenne avec un prix moyen. On a d'autres qui adorent acheter les produits haut de gamme. Donc, pour pouvoir toucher la plus grande partie du marché, on a intérêt à avoir plusieurs types de produits. Alors, l'autre raison, c'est que équilibrer autant que possible dans le temps, le volume d'activité et la rentabilité de l'entreprise. Ça veut dire que, tout à l'heure, j'avais dit qu'on peut compenser les pertes d'un type de produit par les gains d'un autre. Et c'est ça, la deuxième condition, c'est qu'on peut avoir plusieurs types de produits, l'un qui ne marche pas aujourd'hui, un autre qui marche bien, donc on compense. Et donc là, ce sont, je dirais, les deux meilleurs objectifs. C'est une bonne couverture du marché et aussi le fait de compenser les pertes d'un marché par les gains d'un autre. On peut définir la gamme de produits comme étant l'ensemble des produits fabriqués par une entreprise. Donc, l'ensemble des produits fabriqués par une entreprise constitue ce qu'on appelle la gamme de produits qui peut être très diverse. Et là, lorsque je donnais le cours de façon directe, on passait aux exemples. Je demandais à mes étudiants de me donner des exemples de gamme. Par exemple, on prend par exemple, la centrale laitière. Ça va. Centrale laitière, c'est une entreprise qui produit le lait, qui produit les yaourts, qui produit les fromages. Donc, la gamme de produits, c'est l'ensemble des produits fabriqués par une entreprise. Si on prend l'exemple, c'est pas moi, des Samsung, voilà. Samsung, elle produit, on a les téléviseurs Samsung,
On a les réfrigérateurs Samsung, n'est-ce pas? Donc, la gamme de produits, c'est l'ensemble des produits fabriqués par une entreprise. Moi, je vous encourage à faire des exercices comme ça parce que je pose des questions dans ce sens le jour de l'examen. Alors, donc là, on voit que la gamme, c'est l'ensemble des produits fabriqués par une entreprise. Mais chacune des grandes classes de produits constitue une gamme de produits qui peut être elle-même se développer en plusieurs lignes. Ça veut dire qu'une gamme, si elle est diversifiée, on peut la diviser en plusieurs lignes. Tout à l'heure, je parlais de centrales laitières qui produisaient le lait et les types de lait et les fromages et les yaourts, n'est-ce pas? Eh bien, les fromages, c'est une ligne de produits. Les yaourts, c'est une ligne de produits. Et le lait, c'est une ligne de produits. Donc là, la gamme, si elle est diverse, peut être divisée en plusieurs lignes de produits. Alors, la ligne, c'est un ensemble cohérent de produits situés dans le même univers de consommation et bénéficiant d'une communication homogène et portant la même marque. Donc, c'est ça. La ligne, c'est, si vous voulez, un groupe de produits qui évoluent dans le même univers et qui portent la même marque. C'est ça la ligne. Et là, moi, je vous encourage de faire d'autres exemples avec mes étudiants plus courts. Ce cas-là, on reste une demi-heure parce que là, je leur demande de me donner des exemples et on commence à se corriger les uns les autres et ça nous permet de rigoler un tout petit peu. Mais je ne sais pas maintenant avec ce cours à distance, le contact avec mes étudiants me manque. Gamme et ligne de produits. Bien sûr, nous, on est dans un cours de marketing, dans le marketing mix. L'objectif de ce cours, c'est essentiellement vous initier à ces techniques. Comment? C'est par exemple, on va expliquer ce que c'est que le produit, ce que c'est que le prix, ce que c'est que là, mais aussi, on essaie d'évaluer chaque concept, qu'est-ce qu'il apporte à l'entreprise et qu'est-ce qu'il a normalement, où est-ce qu'on ne va pas, où est-ce qu'on va gagner, où est-ce qu'on ne va pas gagner. Alors, je vais m'arrêter ici et Inch'Allah, on se verra la séance d'après pour continuer dans ce sens.